Et à tous et bienvenue sur notre webinaire qui va bientôt commencer sur les impacts psychosociaux et psychologiques du post-confinement et tout ça sans stress. Nous allons patienter quelques instants le temps que tout le monde se connecte et arrive progressivement sur la plateforme de webinaire. Installez-vous confortablement puisque nous serons ensemble pour une bonne heure. J'espère que ma voix est calme et douce pour ce webinaire sous le signe du no stress. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez bien utiliser l'outil qui se trouve sur votre droite pour me dire que vous m'entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Ce qui évitera qu'on parle dans le vide pendant tout ce temps. Alors bonjour à toutes les personnes qui arrivent dans ce webinaire qui va commencer dans... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Super, merci de vos retours. Vous me confirmez que vous nous entendez bien. C'est parfait, merci. Merci à tous. Alors ce webinaire va commencer dans quelques instants, sans stress, mais dans les temps. Nous allons passer ce début d'après-midi ensemble, pas tout l'après-midi, juste une heure, pour parler de l'impact psychosocial et psychologique du post-confinement avec nos deux expertes en psychologie du travail. Alors installez-vous, bonjour aux personnes qui arrivent. Nous allons commencer d'ici 3-4 minutes. Vous avez encore le temps de vous connecter tranquillement. Bonjour à tous, bonjour aux personnes qui arrivent. Vous êtes au bon endroit si vous êtes là pour aborder la question de l'impact psychologique, psychosocial de ce post-confinement, de cette crise sanitaire sans précédent. Installez-vous, on va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, on va bientôt commencer. Vous êtes ici au webinaire qui va commencer sur les impacts psychologiques et psychosociaux de la crise du post-confinement, de cette crise sanitaire. On va bientôt commencer, le temps que tout le monde arrive sur la plateforme de webinaire. Bonjour à tous. Encore quelques instants pour que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de retrouver des personnes qui nous suivent de webinaire en webinaire. Donc, merci à toutes ces personnes fidèles de ce nouveau format de prévention qui est propulsé par cette crise qui ne nous permet pas de nous voir en présentiel. Donc, je vais couper court aux rumeurs. Oui, j'ai été chez le coiffeur. Non, il n'a pas utilisé de sèche-cheveux. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on a organisé un webinaire pour les professionnels de la coiffure jeudi passé. Et donc, la grande question était de savoir si les coiffeurs pouvaient utiliser le sèche-cheveux sans risque. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. On va commencer d'ici quelques instants, le temps que tout le monde arrive et s'installe confortablement pour suivre ce webinaire qui va bientôt commencer. Pas de stress. Alors, vous êtes à l'instant même plus de 200 à être connectés. Bonjour à tous. Et on attend plus de 300 personnes. Alors, je vous propose d'attendre un petit peu. Pas longtemps, 2-3 minutes, le temps de courtoisie, pour laisser le temps à tout le monde d'arriver à se connecter, d'être attentif. C'est pas tout d'être connecté. Et puis, on va commencer. Bonjour à tous.
On va bientôt commencer. Alors, ce webinaire, pour vous faire patienter, s'inscrit dans une série de webinaire qui est organisé par l'association régionale GEST, l'association régionale des services de santé au travail du Grand Est. On a déjà eu quelques webinaires précédents et puis on continue avec celui-ci sous l'angle des risques psychosociaux et on continuera, c'est dans les tuyaux, avec d'autres thématiques. On vous tiendra évidemment au courant. Alors, bonjour à tous, je vous propose d'attendre encore quelques instants, le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter. Et puis, on va bientôt commencer. Il faudra réfléchir à mettre une petite musique d'attente, comme dans les ascenseurs, qui serait plus douce et plus agréable que ma voix d'hôtesse de l'air aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. On va se laisser encore quelques instants. Bon, tout le monde arrive. Il s'installe, sans stress. Bonjour à tous. Je vais vous proposer de commencer d'ici quelques instants, encore un petit peu de patience. Merci à tous ceux qui sont déjà arrivés depuis quelques instants et qui patientent. Merci pour votre patience. Bonjour aux personnes qui arrivent sur la plateforme. On va bientôt commencer ce webinaire sur les impacts psychologiques et psychosociaux du post-confinement de cette crise. On va bientôt commencer. Écoutez, 14h05, c'est une bonne heure pour commencer. J'ai envie de dire oui, comme personne ne dit rien, qui ne dit rien consent. Bien, écoutez, je vous propose de commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire aujourd'hui vous est proposé par GEST, l'association qui réunit les services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui un peu plus de 350 personnes, merci, à ce 4e webinaire consacré à la reprise d'activité sous l'angle de l'impact psychologique et psychosocial. Parmi vous cet après-midi, alors des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail qui ont participé à monter ce webinaire, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, d'autres services de santé au travail, on vous a vu. Et pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner aujourd'hui ne font évidemment pas cette différence-là. Ce qui nous réunit, j'ai un petit peu de mal cet après-midi, ce qui nous réunit, ce sont les questions que vous vous posez et les questions que nous vous apporterons. Alors, après 2 mois de confinement sans y avoir été préparés, nous voici à nouveau plus ou moins revenus dans l'entreprise. Nous n'avons pas tous vécu cette crise de la même façon. Surcharge de travail, activité partielle, décrochage. Combiner tout cela avec parfois des enfants dont il a fallu assurer les devoirs. Autant vous dire que la charge émotionnelle peut être lourde à porter. Crainte de la maladie, angoisse du retour au collectif, stress des transports en commun. Est-il possible d'aborder cette reprise sans stress? Voilà la question à laquelle nous allons répondre avec nos expertes. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST67, l'un des services de santé au travail de Strasbourg. Cet après-midi, ce webinaire sera animé par Déborah Rotolo, psychologue du travail à AST67, Frédéric Gallois-Auman, psychologue du travail au STSA, service de santé au travail de Mulhouse. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Fabrice Parrain, ergonome opérationnel à l'ACST à Strasbourg, et Pierre Demonceau, psychologue du travail à Ardennes Santé Travail, sont dans les starting blocks pour répondre à vos questions. En fin d'intervention, je poserai quelques-unes de vos questions à vos expertes pour continuer la discussion. Ce webinaire durera environ 1 heure. Le replay et le support de présentation
seront disponibles sur les différents sites internet des services de santé dont on vous donnera les liens à la fin de cette présentation. Je laisse la parole à Déborah Rotolo qui va vous présenter la suite de cette intervention. Oui, bonjour à tous, bonjour Gaëlle, bonjour Frédéric, je suis ravie d'être en votre compagnie avec ces nombreux participants pour aborder ce webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste m'assurer que vous m'entendiez bien. Oui, je pense que oui. Donc, je vais présenter donc aujourd'hui le sommaire de ce webinaire qui a pour objectif d'identifier les effets de la crise sanitaire actuelle sur les salariés d'un point de vue individuel et au niveau psychologique, également les effets de la crise sanitaire sur les collectifs de travail et sur le travail. Donc, on abordera également l'impact psychosocial de la crise sanitaire sur les entreprises. Cette question sera davantage développée par Frédéric qui prendra la main ensuite sur la partie des risques psychosociaux, puis nous conclurons sur les points de vigilance et les axes de travail prioritaires à garder en tête. Donc, on fera une petite synthèse par rapport à tout ça. Donc, pour repositionner un petit peu le contexte, la crise sanitaire, donc ça n'a échappé à personne, elle marque une réelle rupture dans nos habitudes de vie, d'un point de vue dans les sphères de vie sociale, familiale et professionnelle. On parle d'un véritable effondrement ou bouleversement des repères pour certains qui ont réellement volé en éclats. Et tous ces changements impactent bien évidemment les individus, qui sont aussi des salariés, et impactent le travail. Donc, comment envisager une reprise sans stress? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Pour la question de l'après-confinement, le post-confinement qui a démarré le 11 mai. Cette date du 11 mai n'est pas synonyme d'un retour à la vie normale, comme vous avez pu le constater, mais principalement un retour au travail dans un environnement totalement inhabituel. Des situations de travail qui apparaissent, qui sont inédites. Pour y faire face, des changements profonds sont engagés, des changements profonds et des changements rapides qui impactent directement les salariés et les employeurs dans le cadre des décisions qui ont dû être prises de manière très rapide. Ces changements impactent aussi le travail. Il impacte la manière de réaliser le travail, la manière de s'organiser pour faire ce travail et bien évidemment les relations de travail qui sont maintenant conditionnées par la règle absolue de la distanciation sociale. Tous ces éléments, tous ces changements, bien évidemment, mettent à rude épreuve la capacité d'adaptation de chacun individuellement, mais aussi des collectifs de travail et des entreprises et des employeurs. Donc, chacun doit aller au plus profond de ses ressources pour s'adapter à ces situations inédites. Tout cela n'est pas sans conséquence sur les individus qui sortent de cette période ou en tout cas qui continuent à passer cette période, qui sont éprouvés et les collectifs de travail sont aussi fragilisés par tous ces changements. Pourquoi la question de la prévention, de prévenir les effets de la crise sur les salariés et sur le travail? Parce que c'est un réel enjeu de performance pour les entreprises. Mais pour finalement les prévenir, il faut être capable de les identifier. Donc, on verra quels sont ces effets, quels sont les effets de la crise sanitaire et également comment les prévenir. Comment les prévenir et qui doit s'en charger pour aborder cette reprise et soutenir cette reprise de manière la plus sereine possible. Pour rappel, c'est quelque chose d'important, l'employeur est soumis à une obligation légale de moyens et de résultats en matière de protection et de santé physique et mentale des salariés. Ce qui veut dire que la responsabilité de préparer au mieux la reprise incombe à chaque entreprise et les dirigeants de ces entreprises également, bien sûr. Donc, avant de continuer, nous allons lancer un petit sondage. La question, c'est de savoir si vous avez déjà évalué les risques psychosociaux dans votre entreprise avant la crise sanitaire. Donc, voilà, nous vous invitons à répondre à ce sondage auquel vous pourrez répondre dans l'onglet à votre droite de votre écran. À côté de questions, il y a aussi l'onglet sondage. Donc, nous vous invitons à répondre à cette question. Est-ce que vous avez déjà
envisager une évaluation des risques psychosociaux au sein de votre entreprise avant la crise sanitaire. Donc, premier élément, première partie que nous allons voir pour ce webinaire, l'impact psychologique de la crise sanitaire, les effets sur les salariés, et nous verrons aussi quelques pistes de prévention. Pourquoi est-ce que nous commençons par les effets psychologiques de la crise sanitaire? Pour la simple et bonne raison que ça a été la première demande des entreprises. Les entreprises se sont tournées vers leurs services de santé au travail en début de confinement pour nous demander comment est-ce qu'ils pouvaient anticiper les effets psychologiques de la crise sanitaire sur les salariés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous commençons par cet élément, mais nous verrons dans la suite de ce webinaire, et particulièrement dans la partie que Frédéric développera, que la question de la prévention de l'impact psychologique doit s'inclure ou doit être englobée dans une démarche de prévention globale, une démarche de prévention primaire et une démarche de prévention globale, principalement autour de la prévention des risques psychosociaux. Quand on parle de prévention primaire, c'est la prévention la plus en amont, c'est le fait d'identifier les risques pour les éviter, les limiter ou au mieux les supprimer. Donc, nous verrons que la prévention, la prévention des effets psychologiques et psychosociaux de la crise sanitaire doivent être engagés dans une démarche globale. Mais ces éléments-là seront davantage développés par Frédéric par la suite. Donc, ça n'a échappé à personne non plus. La période de confinement, puis la période de déconfinement correspondent à un contexte particulièrement anxiogène. Pourquoi ce contexte est anxiogène? Tout d'abord, le premier risque, c'est le risque de contamination, donc qui génère du stress. Mais également, pendant la période de confinement et peut-être aussi en post-confinement, les personnes peuvent potentiellement être confrontées à la maladie. On peut être confronté à la maladie d'un proche, d'un collègue, le décès d'un proche, d'un collègue également. Également, cette période de confinement a généré un très fort sentiment d'isolement ou au contraire, à l'inverse, un sentiment de manque d'intimité ou un sentiment d'intrusion. Donc, ces éléments-là sont aussi à prendre en compte. Cette période de confinement et de déconfinement génère aussi un sentiment d'insécurité économique sur les salariés, la peur de perdre son emploi ou l'appréhension, la crainte liée à la perte de salaire dans le cadre du chômage partiel, par exemple. Et également, un autre élément que Gaëlle a introduit à l'instant, un autre élément qui contribue largement à ce contexte anxiogène en période de déconfinement, c'est la question des conditions de reprise de l'activité. Donc, dans quelles conditions je peux reprendre l'activité en tenant compte des mesures sanitaires acceptables et suffisamment préventives, mais également dans quelle mesure je peux envisager ma reprise d'activité en tenant compte de ma vie familiale et de la question de la garde des enfants qui dépend de la réouverture des écoles, qui est très variable, et des conditions de réouverture, des conditions liées aux mesures sanitaires qui peuvent être mises en place dans le cadre de ces réouvertures. Donc, tous ces éléments contribuent à ce contexte anxiogène et bien évidemment, cela n'est pas sans conséquence sur la santé psychique des individus et la santé psychique des salariés. Une santé psychique qui est fragilisée, qui peut se manifester sous forme de détresse psychologique à travers, par exemple, des manifestations comme le stress, l'anxiété, la panique, des altérations de l'humeur qui peuvent être soit de la colère exacerbée ou au contraire une profonde tristesse. Également les troubles du sommeil, les troubles digestifs, ce qu'on appelle les troubles somatiques, etc., etc. Dans le cadre, ces éléments impactent bien évidemment au niveau individuel les salariés. La diversité des situations de travail qui a pu apparaître dans le cadre de cette crise sanitaire, en période de confinement, puis en période de déconfinement, a aussi des conséquences qui vont avoir des conséquences sur son rapport au travail. Donc, la diversité des situations de travail, quelles sont-elles? Bien évidemment, le travail sur site versus le télétravail, le
management à distance qui a pu se faire et également le management en présentiel, la continuité de l'activité en mode dégradé en opposition à la rupture professionnelle et le chômage partiel. Donc, cette diversité des situations se répercute sur son rapport au travail et a pu générer chez les salariés un sentiment d'injustice. On entend souvent, vous avez dû aussi l'entendre, la notion d'être préservé en étant en télétravail chez soi. À contrario, les personnes qui sont sur site sont davantage exposées, etc. Donc, ces éléments ont pu générer un sentiment d'injustice, parfois un sentiment d'isolement, un manque de reconnaissance ou le fait de ne pas suffisamment être pris en considération dans le cadre du manque des équipements de protection individuelle dont on a beaucoup parlé et cette problématique est en train de se résorber actuellement, mais c'était une problématique au niveau national. La question aussi de la dévalorisation, un sentiment de dévalorisation des compétences. Donc, dans le cadre de la rupture professionnelle, les personnes qui sont à l'arrêt, qui ne travaillent pas actuellement, qui sont en rupture professionnelle, ont pu aussi développer ce sentiment de dévalorisation de ses compétences ou une perte de sens dans son travail. Donc, ce sont des conséquences sur les individus dans leur rapport au travail et donc qui ont des impacts aussi psychologiques. Le télétravail a eu également ses propres conséquences sur les individus. Le télétravail en mode dégradé dans un contexte inédit où il a fallu faire face, prendre des décisions rapidement, maintenir l'activité en mode dégradé et inventer, créer, construire de nouveaux dispositifs, de nouvelles manières de travailler de manière très rapide. Une hypersollicitation, un temps de connexion qui a largement augmenté aussi, la multiplicité des visioconférences, le téléphone qui fait que sonner, tout cela combiné à la gestion de la parentalité et de la vie scolaire qui a été un vrai défi, un vrai challenge à relever pour nombreux d'entre vous, avec bien évidemment un sentiment de déséquilibre entre vie professionnelle et vie familiale tout cela n'est pas sans conséquence puisque ça génère un sentiment d'épuisement. Donc, en post-confinement, ce sentiment d'épuisement est particulièrement présent. Le sentiment de surcharge mentale, dont faisait référence Gaëlle en introduction, est particulièrement présent. Donc, concernant, dans un tel contexte, la question qui vient, c'est comment arriver à réintégrer les salariés dans ce contexte, sachant que un temps de décompression, il apparaît évident, un temps de décompression, un temps de réadaptation, un temps de récupération, un temps collectif de récupération sont nécessaires et sont à prévoir pour permettre aux forces psychiques de se reconstituer, pour mieux se remobiliser dans son activité. La responsabilité de l'employeur est bien évidemment engagée dans la question de la réintégration de ses salariés. Quelques pistes d'action concernant l'accompagnement individuel. Je me permets d'insister une fois de plus sur le fait que l'accompagnement individuel en soi, dans un tel contexte, n'est pas suffisant. Frédéric développera davantage ce point en deuxième partie, mais il est important que cette notion d'accompagnement individuel et de prévention de l'impact psychologique sur les salariés doit s'engager, doit être inclus, doit être intégré dans une démarche globale de prévention primaire des risques psychosociaux. Donc, quelles pistes peut-on mettre en place, quelle action peut-on mettre en place pour prévenir justement ces impacts psychologiques? Tout d'abord, les entretiens individuels de reprise. Il est vivement conseillé de mettre en place des entretiens individuels de reprise sous condition de distanciation sociale, bien évidemment. La distanciation sociale étant aujourd'hui une règle absolue. C'est un nouveau code de civisme également, mais bien évidemment que ces entretiens individuels de reprise doivent se faire sous condition de distanciation sociale. Ces entretiens individuels de reprise, quels sont leurs objectifs? Tout d'abord, c'est d'identifier les personnes fragiles,
les personnes fragiles, les personnes en souffrance qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Également les personnes en difficulté. Ça peut être des difficultés liées à la conciliation vie familiale, vie professionnelle, la question des aménagements du poste, des aménagements du temps de travail ou un accompagnement professionnel. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'identifier ces personnes fragilisées ou les personnes en difficulté liées à des contextes particuliers. Également, dans le cadre de ces entretiens individuels de reprise, il s'agira aussi d'identifier précisément les besoins. Donc, est-ce que c'est des besoins en termes professionnels? Est-ce que c'est des besoins en termes psychologiques? Et ces besoins permettront ensuite de proposer un accompagnement adapté. Donc, proposer un accompagnement adapté en interne, via le service RH par exemple, ou un référent interne. Nous reviendrons sur ce point dans la diapo suivante. Donc, proposer un accompagnement en interne adapté ou alors orienter vers un accompagnement spécifique, vers le médecin du travail, donc vers le service de santé au travail, le médecin du travail, vers un psychologue du travail. Pour ces éléments-là d'orientation, pour ces pistes d'orientation, n'hésitez pas à demander conseil à votre service de santé au travail qui s'engage à pouvoir apporter une réponse, que ce soit une réponse en termes de prise en charge ou une réponse en termes d'orientation. Chaque service de santé au travail a ses propres dispositifs, fonctionne de manière indépendante, mais en tout cas, les services s'engagent à pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Nous parlions de soutien interne ou de référent interne. Pour quelles raisons? Au même titre que dans le webinaire sur la reprise d'activité, sur le plan de reprise d'activité, les mesures sanitaires, techniques à mettre en place, il était question d'envisager un référent pour ces questions-là. À ce même titre, un référent en termes de soutien interne peut également être mis en place. Peut être proposé, ça peut être un dispositif qui peut être proposé en interne par l'entreprise. Ce référent peut être quelqu'un qui, déjà de par ses fonctions, a un devoir de confidentialité, comme par exemple c'est le cas des représentants du personnel ou bien des infirmiers en santé au travail. Donc, ce référent peut être choisi en fonction de ses fonctions, en fonction de ses missions au sein de l'entreprise et devra être formé à l'entretien de soutien par écoute active. Il s'agit d'une technique d'entretien basée sur la confidentialité, sur la neutralité, la bienveillance, le non-jugement et une attitude centrée sur la personne. Dans le cadre d'un entretien de soutien, l'objectif n'est pas forcément d'apporter des réponses toutes faites ou des avis très tranchés. Au contraire, la personne qui va s'orienter vers ce référent aura besoin de se sentir écoutée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'affiner son discours à travers le questionnement, la reformulation, pour identifier au mieux son besoin. Identifier ce besoin qui pourrait être orienté soit au niveau professionnel, et donc là, l'idée, c'est vraiment d'approfondir et d'affiner ce besoin pour bien le comprendre et mieux y répondre. Ou s'il s'agit d'un besoin qui serait un besoin de soutien, d'accompagnement psychologique, pour pouvoir l'orienter au mieux. Ces éléments liés à ces dispositifs et ces outils sont davantage explicités dans le guide produit par AST67 qui s'intitule « Reprise d'activité, comment prévenir l'impact psychologique et psychosocial de la crise sanitaire ». Donc, si cette question, vous souhaitez approfondir cette question, n'hésitez pas à consulter ce guide. Merci. Rotolo, alors, après l'impact psychologique individuel, intéressons-nous maintenant à l'impact psychosocial, aux effets sur les collectifs et sur le travail. Oui, en effet, Gaëlle. Donc, cette crise sanitaire a également eu un impact psychosocial donc sur les collectifs et sur le travail. Concernant le travail et concernant les entreprises. Depuis le 16 mars, les entreprises ont travaillé de manière différente, ont ralenti leur activité. Certaines entreprises ont été fermées partiellement ou totalement.
Depuis le 11 mai, la reprise d'activité se fait également de manière partielle. Le recours au chômage partiel est toujours d'actualité. Et pour information, donc des données qui ont été communiquées dans le cadre du webinaire sur le télétravail par AST67, sur les 27 millions d'actifs qui étaient recensés en France avant la crise, sur ces 27 millions, 12 millions seraient encore à l'arrêt aujourd'hui et 14 millions sont en reprise d'activité, dont la moitié on continue à travailler sur site ou ont repris sur site, et l'autre moitié sont actuellement toujours en télétravail. Donc, le télétravail, c'est une mesure qui a été largement utilisée dans ce contexte de crise. Pourquoi? Puisque, bien évidemment, la distanciation sociale qui a obligé à se réorganiser de manière soudaine et de manière massive. Pour le télétravail, ce télétravail a été mis en place de manière rapide, parfois peu préparé également. Également, donc ce passage au télétravail qui a été très rapide a bouleversé quelque peu les manières de travailler. Également, le travail sur site a été modifié, les conditions de travail sur site ont été modifiées à travers de nouvelles procédures, des effectifs parfois réduits, des horaires changés, parfois des horaires atypiques. Donc, tous ces éléments se répercutent sur les collectifs de travail. Ces éléments se répercutent sur les collectifs de travail en termes de clivage. Le clivage entre la vision cette vision un petit peu clivée qu'on a pu observer en post-confinement, en disant finalement, en période de confinement, il y avait les privilégiés qui étaient chez eux, il y avait ceux qui étaient au front. La réalité n'est pas aussi tranchée, mais en tout cas, ça a généré un sentiment ça a en tout cas généré un clivage et une fragilisation dans les collectifs de travail et une fragilisation de la cohésion d'équipe. Cette fragilisation, ces clivages peuvent générer des tensions, peuvent générer des conflits. Également, la distanciation sociale a pu aussi générer une diminution du sentiment d'appartenance à l'entreprise, au collectif. Les managers ont dû faire face aussi à des situations inédites, à des situations individuelles inédites pour lesquelles ils sont parfois démunis. Les managers ont aussi ce sentiment d'épuisement lié au management à distance. Et dans le cadre du télétravail, la perméabilité de la vie professionnelle et de la vie familiale privée a pu aussi générer un sentiment d'intrusion. Donc, comment réintégrer justement les équipes dans un tel contexte et en quoi c'est une question importante? C'est une question importante, la question des collectifs de travail, parce que la performance économique d'une entreprise ne repose pas uniquement sur la somme des performances individuelles, mais repose aussi et surtout sur la capacité des individus et des collectifs à fonctionner entre eux. Donc, comment intégrer les équipes dans ce contexte? Je vais laisser la suite de cette question à Frédéric. Alors, merci Déborah. Avant de laisser la parole à Frédéric, j'aimerais juste qu'on revienne sur le sondage qu'on vous a lancé en début d'intervention dans lequel on vous demandait si vous aviez déjà évalué les risques psychosociaux avant la crise, si vous l'aviez intégré à votre document unique. Et comme je suis quelqu'un de résolument optimiste, j'ai envie de dire que les réponses sont plutôt enthousiasmantes, plutôt encourageantes, puisque vous êtes 51% à avoir dit oui. Donc oui, le risque psychosocial était déjà un sujet avant la crise. La question est de savoir aujourd'hui quelle est sa place dans votre évaluation des risques aujourd'hui, puisqu'on va voir avec Frédéric Gallois maintenant que le sujet des risques psychosociaux, des RPS, est un sujet important à prendre en compte par vous, par les entreprises, car on a bien compris qu'il en va de la santé des salariés. Alors, quels sont les impacts de cette situation sur les facteurs RPS ? Bonjour à tous. Petit test comme mes collègues en termes de son, d'image. Tout est OK, ça a l'air bon. Donc, merci Gaëlle, oui, pour cette introduction. Effectivement, la question du sondage n'était pas anodine, puisqu'on va parler de ces facteurs de risque psychosociaux. Et comme Gaëlle l'a souligné, ces facteurs de risque psychosociaux ne sont pas
apparues par la pandémie ou le Covid-19. Hein. Effectivement, on va parler de sujets qui peuvent être antérieurs et notamment dans la description de ces facteurs de risque, à savoir les 6 facteurs du rapport dit GOLAC, hein, qui date de 2011. Effectivement, on va retrouver des thématiques que Déborah a aussi déjà un petit peu présentées. Donc moi, je ne vais pas forcément être exhaustive dans les présentations en fait, des situations de travail que vous avez pu rencontrer dans, on va dire, le contexte qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la reprise d'activité. Je vais vous donner quelques exemples, mais évidemment, ce sera à compléter et peut-être lors de l'échange par la suite. Hein. Ce qui est important quand même de retenir par rapport à ça, c'est que sur ces facteurs de risque psychosociaux, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils ont été exacerbés, c'est-à-dire le niveau de risque a été augmenté de par les réorganisations, les impacts, confinement, continuité d'activité, risque épidémique, etc. Donc, augmentation d'un facteur de risque existant, diminution sur certains aspects, vous le verrez, peut-être, effectivement, une diminution du risque, en fait, hein, ou une disparition hein, aussi de certains risques, ou alors l'apparition de nouveaux risques. Hein. Donc, ça va être ces 3, finalement, fenêtres hein, que je vais tenter d'ouvrir avec vous tout de suite. Alors, quand on parle de risques psychosociaux, les RPS, hein, donc effectivement, on est sur 6 facteurs. Hein. Donc, je vais vous parler du premier facteur, et c'est bien là le bouleversement de la crise. Hein. On parle de la crise sanitaire, mais il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi une crise du travail, en fait, hein, et des conditions de travail et de la santé au travail. Et c'est cette intensité du travail que Déborah a décrite, hein, notamment sur les réorganisations qui ont pu avoir lieu, puisqu'effectivement, je dirais, situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Hein. Certaines entreprises ont été confrontées à des diminutions d'effectifs, à des fermetures, hein, donc des diminutions, voire un total arrêt hein, de l'activité. Il y a aussi eu on va dire des horaires hein, qui ont pu être bousculés. Là, en ce temps de reprise, on voit notamment des entreprises qui mettent en place des échelonnements hein, d'arrivée pour éviter les croisements à l'arrivée au poste, au départ. Donc, effectivement, un temps de travail hein, qui peut être modifié. Des glissements de tâches aussi. Hein. Là, vous avez peut-être dû, avec ce plan de reprise d'activité, réfléchir à des missions peut-être à mettre en pause ou à faire autrement, ou finalement à répartir le travail avec d'autres professionnels. Donc, effectivement, ces glissements de tâches ne sont pas anodins, hein, puisqu'ils vont générer de nouvelles activités et parfois aussi un inconfort hein, pour certains salariés qui ne seraient pas accompagnés ou formés. Ça a pu être le cas, notamment sur la mise en place de ce télétravail. Alors, je ne reviendrai pas sur les conditions de la mise en place du télétravail parce que Déborah l'a bien fait, mais moi, je précise ce télétravail entre guillemets et c'est volontaire. Effectivement, ce n'est pas le télétravail au sens où on pouvait l'entendre il y a de ça, 3 mois en arrière. Ce télétravail, c'est plutôt un travail à distance qui a été mis en place en situation en fait exceptionnelle puisque ça faisait partie des mesures gouvernementales hein, qui étaient préconisées pour endiguer en tout cas la propagation du virus. Donc, quand c'était possible, et ça reste d'ailleurs la règle encore aujourd'hui, après le 11 mai, quand c'est possible, ce télétravail qui est parfois et souvent même à 100% pour certains salariés. Donc, effectivement, on voit une modification au niveau de l'intensité du travail et je citerai, parce que souvent les chiffres, ça permet aussi de mesurer hein, l'ampleur et c'est aussi pour ça qu'on a fait un sondage. Il y a une enquête qui a été menée par le cabinet Empreinte Humaine et qui a montré notamment sur les effets du confinement la notion de rythme de travail. Et cette enquête a montré notamment donc, sur les sondés hein, qu'il y avait 31% qui déclaraient avoir continué effectivement alors à travailler, donc bien sûr à la maison et avoir le sentiment de ne pas avoir de moment de répit. Hein. Donc c'était 51%, excusez-moi. 58% par contre qui estimaient que les journées de travail étaient beaucoup plus longues en fait en temps de confinement. On l'a ressenti, hein, certains salariés expriment cette impression en fait que le temps s'est un peu distendu et donc effectivement une notion de rythme qui a été bousculée. Et dernière chose, il y a 53% qui ont déclaré qu'effectivement on leur a demandé
plus de travail pour compenser en fait ce qui ne pouvait pas être fait peut-être sur site. Donc ça, on va le ressentir encore maintenant après le confinement à la reprise, et j'y reviendrai sur cette volonté de rattraper, bien sûr, rattraper la productivité perdue, le temps perdu, le chiffre, etc., etc. Autre aspect des risques psychosociaux, c'est le facteur autonomie. Alors, sur ce facteur autonomie, là, on peut notamment voir ce que je présentais en introduction, c'est le niveau finalement de risque. Sur la question de l'autonomie, la période qu'on a vécue, on s'est rendu compte qu'il y avait notamment des marges de manœuvre finalement et des espaces de liberté qui ont été augmentés dans certains secteurs et pour certains salariés. Alors, ça peut être le cas, on le pense un peu facilement, du télétravail. Évidemment, quand on n'est pas sur site, c'est pas exactement le même contrôle de l'activité que quand on est sur place et qu'on a peut-être sa hiérarchie dans le bureau d'à côté ou ses collègues, voilà, qui peuvent bien sûr aussi avoir un œil sur ce qu'on fait. Mais l'autonomie, c'est pas seulement ça, c'était aussi la notion de créativité. On voit que beaucoup de salariés, beaucoup d'employeurs ont dû faire preuve d'une réactivité, d'une capacité d'adaptation très importante en repensant finalement complètement leur mode de fonctionnement et en apportant vraiment de nouvelles choses en fait, en étant innovants dans leur pratique. Et ça, c'est un facteur plutôt ressources psychosociales pour le coup, puisque là, effectivement, on est dans quelque chose de très positif pour la santé psychique. Par contre, une médaille ayant deux faces, bien sûr, on a aussi vu des restrictions, et les restrictions notamment au niveau de la mise en œuvre des mesures gouvernementales. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'imposent à nous en tant que salariés, mais qui s'imposent aussi à nous en tant qu'usagers, habitants, riverains. On le voit effectivement, le port du masque, le respect des gestes barrières. Donc, il y a des choses qui se sont durcies en termes de cadre d'activité. Et donc, ces espaces-là qui pourraient sembler peut-être un petit peu moins contrôlés, où on a le moins le sentiment de pouvoir contrôler les choses et on a plutôt le sentiment de les subir. Autre chose par rapport à l'autonomie que je souhaitais souligner, c'est le cadre flou. En fait, le cadre flou, c'est quoi ? En fait, dans l'intensité du travail, je le disais, il y a eu des réorganisations, il y a eu des décisions qui ont été prises, mais qui ont pu flouter en fait les règles de vie et de fonctionnement habituelles. En fait, aujourd'hui, il est possible de faire des choses qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant. Je reviens sur le télétravail, mais moi j'ai le souvenir de quelques entreprises où la question du télétravail n'était pas du tout à l'ordre du jour en fait avant le confinement. Et là, en fait, cas de force majeure, il n'y a plus eu le choix et donc tout le monde a pu passer en télétravail pour ces entreprises-là. Donc voilà, c'est un peu ces repères qui ont pu être bougés et ça ne va pas être anodin en termes d'accompagnement effectivement de la reprise et de l'avenir. Troisième facteur de risque psychosocial, évidemment, auquel on pense naturellement dans ce contexte, ce sont les rapports sociaux. Effectivement, on ne fonctionne plus pareil et ce webinaire en est une belle preuve. Moi, c'est une première de ne pas voir les gens auxquels je parle en fait. Et donc, effectivement, on s'adapte. Ce sont des nouveaux modes d'interaction sociale. Le masque, le port du masque, quand on sait que plus de 80% de la communication est non verbale, effectivement, ça va changer notre façon d'être les uns avec les autres. Donc oui, en termes de communication, on sent bien que cette reprise, elle a beaucoup d'enjeux au niveau des collectifs de travail. Déborah l'a dit, mais je le rappelle quand même parce que je trouve que c'est important, la notion clivante aussi qui nous a été imposée. Ceux qui sont restés sur site, ceux qui sont restés à la maison pour travailler ou pas. Donc voilà, les clivages, c'est pas nouveau, c'est pas du fait je dirais des clivages, il y en a pour plein de sujets, il y en a mais effectivement, ce sont des facteurs des rapports sociaux et de risques de sentiments de non-reconnaissance, peut-être d'injustice et d'être mis sur le banc ou à côté. Ça, on le retrouve beaucoup. Certains salariés l'expriment d'ailleurs assez fortement, de dire, au 16 mars, j'ai été parachuté à la maison et puis depuis, il n'y a plus rien. Voilà, donc j'ai plus eu forcément de lien. J'ai l'impression d'avoir disparu aussi du collectif de travail et ça sera pas sans conséquence à un moment où la reprise s'est amorcée déjà pour la plupart d'entre vous.
Alors, autre facteur de risque psychosocial, hein, c'est la notion d'insécurité de la situation de travail. C'est effectivement un des premiers facteurs aussi auxquels on pense quand on pense aux impacts socio-économiques qu'ont pu avoir ces 2 derniers mois. La notion d'impact sur l'emploi, la notion d'impact sur le financier, le salaire, sur l'avenir, hein, la crainte par rapport à une projection dans l'avenir. Effectivement, ça, c'est très présent dans les esprits de nos salariés et de nos employeurs d'ailleurs, hein, pour la pérennité de leurs entreprises. Il y avait une étude qui avait été publiée suite au confinement et donc en Chine, hein, c'est un peu plus ancien que par rapport à nous, mais une étude qui a été publiée dans The Lancet et qui montrait bien que une des premières préoccupations des gens post-confinement, c'était cet aspect financier, socio-économique et effectivement d'emploi. Hein. Donc, on le retrouve aussi chez nous en France. Ça, là-dessus, c'est pas différent. Après, autre chose sur la notion d'insécurité, ce que je commence à entendre aussi de la part des salariés et de certains employeurs, c'est de se dire, mais finalement, les changements d'organisation qu'on a menés pour faire face à cette situation exceptionnelle, dans quelle mesure ça va devenir une norme? Voilà, hein, ça peut être tentant, effectivement. On s'est rendu compte que tout le monde faisait preuve d'une grande adaptation, hein, de caractéristiques de ce type-là, hein, d'agilité. Effectivement, dans quelle mesure on ne peut pas rendre ça pérenne, hein. Donc la question aussi de l'après, finalement, de la projection sur un fonctionnement à venir, ça fera partie, je pense, des réflexions aussi à avoir en termes de plan d'action, et j'y reviendrai. Le 5e facteur de risque psychosocial, c'est la notion de conflit de valeurs. Là, on est essentiellement sur finalement ce qui peut faire mal au sens psychique du terme, c'est-à-dire le sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. On l'a entendu, ça a été médiatisé, certains secteurs d'activité plus touchés que d'autres, hein, mais la sensation de ne pas bien faire, de ne pas prendre soin, hein, pour nos soignants, de devoir faire des choix non éthiques, hein, qui ont vraiment heurté vraiment au niveau émotionnel ces professionnels, mais ce n'est pas forcément que le lot des soignants. On retrouve ça aussi dans des secteurs d'activité où les personnes étaient confrontées à des conditions de travail qui ne leur permettaient pas de mener à bien, par exemple, des tournées sur de la livraison. Par exemple, dans le secteur de la grande distribution aussi, on a pu recenser certaines situations complexes. Sur des plateformes logistiques aussi, ça a été médiatisé notamment sur certains groupes. Enfin, voilà. Donc, cette notion de qualité empêchée, on la retrouve également et elle devra aussi être accompagnée puisque la reprise ne veut pas dire que tous les moyens, hein, même si bien sûr Déborah l'a souligné, hein, en termes de moyens de protection, il y a des choses qui se sont débloquées, hein, au fur et à mesure des semaines et heureusement, mais ça ne suffira peut-être pas à rattraper, hein, peut-être la perte de sens pour certains au moment de ce confinement ou de cet arrêt d'activité. Dernière chose, je l'ai un petit peu introduit avec les conflits de valeurs, c'est la partie exigence émotionnelle. Effectivement, pour nos salariés qui ont été en prise directe avec la maladie, avec la mort, la peur aussi pour soi, pour les autres, d'être contaminant, d'être un vecteur effectivement de contamination, mais aussi l'impact de finalement adopter les gestes barrières, je l'ai dit pour le masque, hein, mais ça vaut pour d'autres choses, hein, se mettre à distance des autres. Selon le public auquel on a affaire, c'est plus ou moins bien compris. Hein, donc ça peut être le cas dans le médico-social, comme ça peut être le cas chez vos clients. Pour être cliente de certains endroits, on voit dans certaines files d'attente de l'impatience. Voilà, on sent que ça marche plus ou moins bien selon les personnes, hein, ce côté un peu finalement plus cadré, plus long, donc effectivement avec des réactions plus ou moins virulentes. Hein. Moi, j'ai eu un retour de certains salariés dans la grande distribution qui me partageaient le fait que depuis le 11 mai, voilà, gérer la distanciation, les mesures barrières, c'était devenu plus compliqué. Autant pendant le confinement, ça se passait plutôt bien, mais là maintenant, voilà, il y a plus de mal à faire respecter ces consignes-là. Merci Frédéric Gallois pour cet état des lieux des impacts psychosociaux. Tout le monde se
question de savoir comment évaluer les risques psychosociaux et quels sont les outils d'évaluation qui peuvent être utilisés par... Alors oui, tout à fait. Donc, il y a des réponses, il y a des outils. J'ai vu d'ailleurs, alors j'ai pas pu voir toutes les questions, mais on y reviendra, des personnes qui se posaient la question des questionnaires. Hein, donc, je vais donner quelques réponses. Alors, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai vraiment axé sur la partie, évidemment, des risques psychosociaux. Pour rappel, hein, c'est une obligation au même titre que les autres risques professionnels. Hein, donc, l'employeur est garant de cette évaluation. Et si vous aviez des questions par rapport à d'autres risques, hein, le risque physique ou biologique, ben, je vous invite à regarder le replay du webinaire que la ST67 a fait sur le document unique qui permettait de répondre plutôt à ces questions-là. En tout cas, pour la partie psychosociale, là aussi, hein, il y a eu quelques dossiers, hein, quelques situations médiatisées sur justement des grandes enseignes ou des grands groupes qui n'auraient pas pris en compte hein, finalement l'évaluation de ces risques psychosociaux dans leur organisation, dans leur plan de continuité d'activité, puisque c'était à ce moment-là. Hein. Alors, comment les évaluer? Donc, je répète qu'effectivement, hein, c'est la responsabilité de l'employeur que de s'occuper de l'évaluation de ces risques professionnels et donc y compris les risques psychosociaux. Dans le cas du document qui s'appelle le document unique, hein, donc ce document qui permet d'identifier les facteurs de risques auxquels sont exposés ces salariés en fonction des métiers qu'ils exercent. Hein. Alors évidemment, c'est pour ça que la question, donc c'est bien 51% ont déjà fait leur évaluation des risques psychosociaux, donc c'est formidable. Vraiment, on vous encourage parce que c'est quand même un beau chiffre, hein, je trouve. Effectivement, donc ceux qui ont déjà fait leur évaluation des risques psychosociaux, l'idée, ça va être de la mettre à jour en fait hein, par rapport au contexte qui est le nôtre, hein, c'est-à-dire une reprise d'activité dans un contexte qui reste un contexte d'épidémie circulante. Hein, donc effectivement avec ces aspects d'organisation à repenser, peut-être ces équipes qui reviennent sur site alors qu'elles se sont pas vues pendant 2 semaines. Ça aurait été bien, mais non 2 mois. Donc effectivement, voilà, c'est comment on est là-dessus. Donc c'est refaire une mise à jour. Par contre, pour les 49% autres, hein, donc, qui n'ont pas forcément travaillé ou en tout cas évalué au sens du document unique ces risques psychosociaux, là, on va s'inscrire sur quelque chose d'un petit peu différent parce qu'effectivement, l'évaluation que vous en ferez aujourd'hui, on ne peut pas présager qu'elle soit représentative de votre activité hein, puisque c'est une situation exceptionnelle. Hein. Donc, ce n'est pas forcément… voilà, c'est à faire. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais effectivement, il y aura peut-être un deuxième temps à prendre pour réfléchir aux situations de travail initiales, en fait. Hein. Donc la démarche, ce qui est préconisé, comme pour les risques professionnels autres, c'est bien sûr une démarche la plus concertée et collective possible. L'employeur, il est responsable, mais l'employeur peut aussi déléguer à certaines ressources en interne ce pilotage, hein, par exemple des services ressources humaines ou des services qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc voilà, il peut avoir des ressources en interne qui vont finalement l'épauler sur le pilotage. En revanche, il reste le décideur final sur le plan d'action en fait et les moyens hein, qui seront mis en œuvre pour diminuer ou en tout cas supprimer les risques lorsque c'est possible. Hein. L'association des salariés, elle est vraiment plus que préconisée, les salariés et leurs représentants, donc bien sûr les CSE, les C2SCT lorsqu'ils existent. Hein. Et bien sûr, nous, on vous encourage hein, à solliciter les services de santé au travail, puisque votre médecin du travail est entouré d'une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir vous apporter des éclairages sur différents champs, que ce soit technique, organisationnel et psychosocial. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Je dis juste que l'état des lieux, en fait, que permet cette mise à jour du document unique ou en tout cas ce questionnement, en fait, il est utile aussi en matière de plan de reprise d'activité. Moi, j'ai pas mal d'entreprises que j'ai eues en ligne pendant le confinement qui, dans le cadre entreprises se sont posées des questions sur les risques hein, et donc finalement ça peut leur donner pas mal d'indications pour mettre à jour leur document unique en fonction de la réflexion qu'ils ont eue en termes d'organisation, etc. Et donc, puisque on a parlé on va dire du comment, mais plus concrètement, moi je vous présente 3 outils en fait qui ne sont pas des outils propres à l'évaluation des risques
en lien avec la pandémie, hein, c'est vraiment pas propre à ce contexte, mais ce sont des outils d'évaluation des risques psychosociaux. Hein, donc, il y a 3 outils. Le premier outil de l'INRS s'appelle l'outil Faire le point. Comme son nom l'indique, c'est un outil intéressant pour faire un état des lieux hein, par rapport aux facteurs de risques psychosociaux. Alors, l'idée générale, hein, c'est vrai que je ne le redirai pas pour les 3 outils. En fait, pour pouvoir faire votre mise à jour, poser ces questions en introduisant, par exemple, voilà, dans le contexte qui est le nôtre, à savoir une reprise d'activité, est-ce que nous avons eu, par exemple, des difficultés à gérer l'intensité du travail? En fait, ça peut être une petite phrase voilà, introductive à la question ou les questions hein, qui figureront dans les différents outils. Et comme ça, vous posez le cadre. Et effectivement, ça permet de faire une mise à jour pertinente et plus facile. Hein. Donc, l'outil Faire le point, 2 versions. Une version générique, donc tout secteur d'activité confondu, et une version spécifique pour le secteur sanitaire et social. Il est préconisé, enfin, en tout cas, il a été élaboré au départ pour des entreprises de moins de 50 salariés. Il est très utile en termes d'évaluation des risques puisqu'il vous fait le travail, dans le sens où il permet en fait de calculer automatiquement le niveau de risque en fonction des réponses que vous donnerez à une quarantaine de questions. Donc ça, c'est vraiment le principal avantage de cet outil. L'autre avantage, c'est que c'est un outil qui est directement disponible en ligne sur le site de l'INRS. Donc, vous avez les liens hypertexte, hein, vous pourrez vous y référer. Et donc, effectivement, on remplit son formulaire. Alors, on remplit, je ne vais pas préciser, mais je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des outils de questionnement collectifs. Ils n'ont aucun intérêt en auto-questionnaire qu'on distribuerait à chaque individu, chaque salarié dans l'entreprise. Ils ne sont pas faits pour ça. Il existe des questionnaires, ça peut être un autre outil, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais effectivement, les questionnaires à destination individuelle de chaque salarié de l'entreprise, c'est une autre façon d'aborder le sujet. Là, on vous a quand même plusieurs fois rappelé que ce temps de rupture qui a pu être celui des salariés avec leur employeur et leur lieu de travail, l'idée, c'est de reprendre du collectif. Alors, je sais bien que revenir, on a des contraintes. On ne va pas tous se mettre à 20 dans une pièce, on est d'accord, mais effectivement, le but, c'est quand même de recréer du collectif et on peut réfléchir à le faire. Et il y a des parades très certainement partout dans toutes vos entreprises. Donc, je reviens sur mes outils. Donc, cet outil Faire le point, plutôt pour les entreprises de moins de 50 salariés et intéressant parce qu'il vous fait un rapport complet avec un tableau de bord ensuite pour créer votre plan d'action. Donc, c'est des outils qui sont créés automatiquement, donc ça peut vous faciliter les choses. Deuxième outil, pour les plus de 50 salariés plutôt, toujours de l'INRS. Alors là, c'est l'outil donc RPS DU, RPS risques psychosociaux DU, document unique. C'est un document qui n'est pas informatisé. Donc là, il y aura un petit travail de mise en forme peut-être de votre côté. Alors ça, vous pouvez vous faire accompagner aussi là-dessus. Hein. N'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs au niveau des services de santé au travail. Une vingtaine de questions, toujours sur les facteurs de risque psychosociaux, avec une possibilité de coter le risque sur une échelle de 4. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, ou ça peut être plutôt non, plutôt oui, oui, tout à fait. Enfin, vous pouvez effectivement choisir le mode de calcul, mais voilà, l'idée, c'est une grille de ce type-là sur l'évaluation donc, des différents facteurs, avec une partie de commentaires, donc vraiment des situations de travail concrètes, et une partie de pistes d'action qui peuvent être effectivement déjà travaillées. Dernier outil, l'outil de l'ANACT, qui s'appelle donc alors prendre en compte les risques psychosociaux dans le document unique, mais on le comprend et on l'entend souvent plutôt sous la méthode en fait d'analyse des situations problèmes. C'est une méthode qui a été déclinée en un jeu, donc un jeu de plateau, donc un jeu qui peut être utile aussi à finalement organiser le débat, organiser les échanges. Là, c'est une autre façon de fonctionner puisqu'en fait, l'idée de cet outil de l'ANACT, c'est vraiment de travailler tout de suite, d'entrée de jeu, sur les situations qui posent problème. On ne va pas tourner sur les facteurs de risque psychosociaux, c'est un peu inversé, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir d'une situation réelle, datée, située dans le temps, enfin vraiment avec des enchaînements d'événements. Et de cette situation, l'idée du groupe, ça sera de travailler sur
quelles sont les causes en fait de cette situation, quelles ont été les conséquences et ce sur quoi on pourrait agir pour que ça ne se reproduise pas ou en tout cas qu'il n'y ait pas les mêmes effets. Voilà, donc c'est un peu une autre gymnastique de l'esprit, mais l'idée des trois, c'est vraiment d'ouvrir un dialogue qui peut être accompagné en tout cas avec des intervenants externes comme les services de santé au travail. Merci Frédéric. Alors, une fois les RPS évalués, vient maintenant le temps de la prévention, comment les prévenir. Alors, que faire pour éviter l'apparition des risques psychosociaux? Sur quel levier axer la prévention? Alors, je ne vais pas vous donner de solution miracle, je ne vais pas vous donner non plus de modèle clé en main, ça n'existe pas, hein. Vous avez bien compris qu'effectivement tout ça, ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de comment ça s'est passé pour vous et pour vos salariés durant ces derniers mois et puis effectivement avec cette reprise qui s'est amorcée là il y a quelques semaines. Donc, le but n'est pas d'être exhaustif, je vous donne des pistes, hein, mais je pense qu'effectivement, ça sera à débattre par la suite. Hein. Alors, premier facteur sur lequel on peut travailler, c'est effectivement l'intensité du travail. Pour l'intensité du travail, l'idée, c'est vraiment de partir des constats qu'on a fait tout à l'heure sur les modes d'organisation en fait, qui ont été retenus pendant la période de confinement, s'il y a eu continuité d'activité ou pas, s'il y avait différents statuts finalement dans les salariés, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé. Et puis effectivement, pour le retour, au maximum, hein, d'organiser une rotation, une reprise progressive, en fait, hein, la plus progressive possible. Alors, je sais que, bien sûr, la tentation est forte et c'est normal en termes économiques. Il y a cette volonté des salariés comme des employeurs de repartir voilà, dans l'activité le plus vite possible hein, pour que ce soit derrière nous toute cette période, sauf que c'est un risque. C'est un risque parce que sur le long terme, courir effectivement le sprint, c'est pas tenable. Donc effectivement, attention à cette surcharge soudaine qui pourrait apparaître avec la reprise d'activité. En situation de télétravail, je fais quand même un petit point sur ce travail à distance parce que c'est vrai que même si certains salariés y sont depuis la mi-mars, il y aura une continuité pour eux. Mais je dirais à titre d'organisation et de prévention pour l'avenir, réfléchissez-y. Réfléchissez effectivement à la manière dont ce télétravail est organisé. Quelles sont les plages de connexion qui sont acceptables, quelles sont les modalités de suivi de l'activité, comment on rend visible finalement un travail qui est invisible parce qu'il n'est pas fait sur place et il est fait à distance. Donc, je pense que la réflexion, il n'est jamais trop tard pour l'avoir. Donc, si vous ne l'aviez pas eu, et ça vaut surtout pour les entreprises qui n'ont jamais fait de télétravail, c'est quand même 2/3 des salariés qui ont été mis en télétravail alors qu'ils n'en avaient jamais fait auparavant. Hein. Donc, il peut y avoir une réflexion autour de ces modalités d'organisation. Puis dernière chose, ça revient un peu sur la notion du temps, de réfléchir à des horaires d'arrivée, de départ, à échelonner. Pour ceux qui utilisent les transports en commun, ça peut être une piste, hein, parce que c'est vrai que pour eux, c'est aussi, ça rajoute en fait à du stress les déplacements. Actuellement, c'est de loin pas aussi fluide qu'avant. Donc, une option, mais pour d'autres salariés aussi, hein, voilà, dans un but d'éviter les croisements à l'arrivée et au départ des salariés. J'ai parlé d'autonomie et j'ai insisté sur le fait que un bon point à retenir de tout ce que nous avons vécu, c'est peut-être voilà, les espaces de liberté et de créativité qui ont été mis à disposition des salariés et avec lesquels je pense que certains employeurs et certaines équipes se sont rendus compte du possible de ces professionnels. Donc, continuons sur cette lancée, en fait. Hein. Continuons à réfléchir ensemble à ce qui est possible de faire. Alors, certes, il y a des directives nationales, certes, il y a certaines règles qui sont préconisées, mais on peut se les approprier. On peut y réfléchir dans les entreprises en fonction des conditions d'activité des uns et des autres. Il y a des plans, notamment de conduite à tenir en cas de doute pour un salarié, de suspicion en fait de contamination. Tout ça, ça peut en fait, l'entreprise peut se l'approprier. C'est pas des choses forcément à appliquer au pied de la lettre pour toutes les mesures. Hein. Sur la question de l'assouplissement, je l'ai dit, effectivement, hein, le caractère est exceptionnel, donc certaines décisions
sont là pour faciliter les choses, les règles habituelles bougent un petit peu et la consultation des salariés, elle a vraiment un intérêt en termes de bonnes pratiques. C'est ce qu'on a dit et on le répète. Peut-être que là, sur les 2 semaines qui se sont écoulées, vous aviez pensé à des choses en termes de plan de reprise, et puis dans leur application, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça ne fonctionne pas ou qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Vous pouvez réajuster, rien n'est gravé dans le marbre. À ce jour, je pense qu'effectivement, on peut laisser de la place à ce genre de décision actuellement. Dernière chose, c'est l'accompagnement. Alors sur effectivement, des missions que les salariés n'auraient jamais tenues auparavant. Ça vaut pour l'utilisation de certains outils, comme par exemple les outils informatiques, mais ça peut être le cas aussi pour tous les glissements de tâches dont on a parlé. Dans un secteur quel qu'il soit, je pense à certains secteurs industriels où en fait des salariés ont dû tenir des postes, utiliser des machines qui n'utilisaient pas, voire très peu en tout cas auparavant. Donc, importance aussi de rééquilibrer les connaissances et d'accompagner ces situations. Alors, sur les rapports sociaux, on me questionne beaucoup en ce moment sur ces sujets-là, effectivement. Comment on fait pour pallier les clivages, cette notion de différence en fait, de statut des uns et des autres et de différence de vécu. Il n'y a pas forcément non plus là de solution toute faite, mais je pense quand même qu'à un moment donné, de pouvoir échanger sur le vécu de chacun et se rendre compte que finalement, peut-être que moi, j'ai travaillé à la maison et j'ai eu peur. Peut-être que j'ai aussi ressenti de la peur. Et peut-être que mes collègues qui étaient sur site avaient aussi peur. Et pourquoi on a eu peur? Voilà. Donc, se rejoindre finalement peut-être sur des sentiments, se rejoindre peut-être sur des points bloquants. Tiens, j'ai peut-être eu le sentiment de manquer d'informations. Puis je me rends compte qu'en fait, sur site, ils n'en ont pas eu plus que moi. Voilà. Bon, ça peut rassurer. Donc, c'est à un moment donné repartager quelque chose de l'ordre de on l'a vécu ensemble, on l'a peut-être vécu à distance, on l'a peut-être pas vécu de la même manière, mais effectivement, on était quand même ensemble. Donc, ce temps d'accueil, il peut être individuel, Déborah l'a dit, mais il peut être aussi, bien sûr, collectif. Garder le lien, si ce n'était pas fait auparavant, avec les salariés qui sont à distance, qu'ils soient absents pour des raisons diverses ou qui sont en travail à distance. Je sais que souvent les employeurs nous disent mais garder du lien avec des personnes absentes, par exemple en arrêt maladie, c'est compliqué, c'est un peu touchy comme ça. Oui, ça ne se fait pas sous n'importe quel format, mais ça peut s'envisager. Voilà, on peut y réfléchir selon le contexte et selon le vécu. Ce que je souhaitais dire aussi là, et je ne l'ai peut-être pas dit auparavant, les clivages, ils sont là certes parce qu'il y a eu différents statuts. Je pars quand même du principe, et je le vois là un petit peu apparaître, les tensions d'avant n'ont pas disparu pendant le confinement. Vos tensions préexistantes, très souvent, elles continuent. Et en fait, ce clivage entre les différentes personnes, ceux qui étaient à la maison ou pas, ça vient illustrer, ça vient juste l'augmenter. Mais en fait, si c'était préexistant, il va falloir y travailler quand même. C'est le fond du problème qu'il faudra voir et pas seulement cette surface-là qui serait liée à cette situation. Et pour ce faire, nous, dans les services de santé au travail, c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus pour préparer ce webinaire, on insiste beaucoup sur la fonction d'encadrant parce que ces encadrants, ils ont aussi été en difficulté de gérer à distance leurs équipes. C'est pas évident de gérer une équipe déjà quand on l'a sous la main, entre guillemets. Donc, à distance, c'est pas plus simple. Insécurité de la situation de travail, là, c'est un élément compliqué parce qu'encore à ce jour, on ne sait pas. On ne sait pas dans quelle mesure, à quelle échelle, à quelle hauteur l'impact économique va finalement culminer. C'est compliqué et c'est compliqué aussi puisqu'il y a plein de points qui vont encore bouger avec le chômage partiel qui va changer finalement de fonctionnement sur sa prise en charge. Donc effectivement, la notion d'insécurité de la situation de travail, faire preuve de transparence, faire preuve d'humilité,
orienter vers les sites officiels et surtout solliciter les ressources qui existent, que ce soit des ressources en interne lorsque vous en avez, mais aussi des aides externes, par exemple le service social de l'entreprise ou le service social du service de santé au travail. Les services de santé au travail sont tous dotés de ce type de compétences. Donc effectivement, n'hésitez pas à solliciter aussi votre service de santé au travail. Les conflits de valeurs, ça rejoint un petit peu des choses que j'ai dit sur les rapports sociaux. C'est finalement un partage de vécu pour redonner du sens à ce qui a été vécu et à ce qui a été fait. Pourquoi on a dit que certaines personnes continuaient de travailler? Pourquoi certaines étaient à la maison? Mettre des mots dessus, le partager, l'expliquer, c'est ça qui permettra, j'espère en tout cas, de désamorcer certains conflits et voilà, certaines frustrations ou en tout cas certaines interprétations. Autre chose, se dire aussi que c'est pas fini. Déborah l'a dit, la reprise, là, c'est pas on reprend comme avant, ça va être progressif. Et se dire aussi que dans ce contexte-là, en situation exceptionnelle, finalement, quels sont les critères de qualité dans lesquels on se retrouve, on se reconnaît? Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, moi, en tant que salarié, je sois satisfait du travail que je mène dans ce contexte? Voilà, c'est une question qui paraît un peu banale, mais je pense que d'y réfléchir, ça peut apporter des outils et des pistes intéressantes. L'utilité de chacun, je l'ai un petit peu dit aussi déjà, mais voilà, chacun a été utile à sa place, qu'il soit à la maison parce que du coup, il protège les personnes, qu'il soit sur site parce qu'il était là pour ces personnes. Voilà, il y a quand même chacun qui a œuvré à sa mesure dans ce contexte particulier. Et dernière chose, sur les exigences émotionnelles. Déborah l'a dit aussi, on remet une petite couche. Effectivement, on a vu se développer beaucoup de dispositifs d'accompagnement psychologique dans ce temps de confinement. Et c'est d'ailleurs aussi une des premières demandes que nous avons, nos entreprises adhérentes, voilà, de faire du soutien dit psychologique pour les salariés. Alors, le soutien psychologique, il est intéressant et il va être nécessaire effectivement pour certaines situations. L'intérêt des cellules d'écoute à distance, donc par téléphone ou en visio, c'est que quand on était confiné, on n'avait pas trop le choix. Donc effectivement, ça a répondu à un vrai besoin et à des nouvelles modalités finalement de rencontres qui sont intéressantes. En revanche, et vous l'avez compris, moi je vous ai parlé du travail au sens du collectif. On est ensemble dans une situation de travail. Et effectivement, de tout ramener uniquement à un dispositif d'accompagnement psychologique individuel, ça ne suffit pas en matière de prévention des risques psychosociaux. Ça permet de répondre à certaines interrogations, ça permet de soutenir, c'est l'objectif de ces dispositifs, mais ce n'est pas suffisant. La prévention primaire, c'est pas ça. Ça, c'est de la prévention dite tertiaire. Donc, c'est le dernier niveau, en fait, de prévention. C'est l'accompagnement, finalement, le soutien, voire le soin, bien que ces dispositifs ne soient aucunement du soin. Donc, dans les exigences émotionnelles, je vous inviterai plutôt à réfléchir à nouveau sur des aspects d'organisation du travail. Je m'explique. Dans la colère, par exemple, qui pourrait être exprimée de façon agressive, peut-être qu'il y a des tensions ou des frustrations par rapport notamment à la mise en place des gestes barrières, au fait que les files d'attente soient plus longues, au fait que oui, certains rayons ne sont plus achalandés comme avant. Donc tout ça, ça peut s'accompagner et ça peut effectivement donner aussi des explications. La colère, elle n'est pas directement adressée à vous en tant que salarié, elle est là parce qu'il y a une colère globale du fait d'être entravé finalement dans nos libertés au quotidien. Et le premier facteur ressource des exigences émotionnelles, et ça, la médiatisation de ce qui a pu se passer dans certains hôpitaux, on voit que c'est le collectif, se soutenir, être ensemble, partager les bons moments comme les mauvais, c'est ça qui permet aussi d'avancer et de créer du tiers dans le vécu émotionnel. Et je terminerai donc sur un aspect pratico-pratique. Je vous donne un exemple qui a été réalisé par une de nos entreprises. Je vous explique un petit peu ces différents tableaux. Donc, vous retrouvez en fait en haut à droite un tableau avec différentes rubriques, les facteurs de risque psychosociaux, le niveau d'intensité, avec effectivement un niveau soit élevé, modéré ou faible. Donc ça, c'est l'outil Faire le point.
Donc, c'est une entreprise qui a réalisé son évaluation avec l'outil Faire le point. Donc, c'est le résultat, en fait, que l'entreprise a obtenu. Et en dessous, vous voyez donc un tableau avec l'unité de travail, description du risque, etc. Ce tableau-là, c'est leur document unique. Donc, ça s'inspire de la méthodologie qu'on propose à STSA. C'est inspiré, ce n'est pas exactement la même, effectivement, mais voilà, c'est inspiré de cette méthodologie et ça vous permet de voir le niveau de risque puisqu'il est automatiquement calculé. Il n'y a pas la fréquence gravité, en fait, c'est calculé par l'outil. Vous avez le risque, donc les exigences émotionnelles, les mesures de prévention qui existaient auparavant, les actions retenues par l'entreprise et ensuite des délais ou des personnes en charge. Donc, ça peut être une formule. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle, en tout cas, vous pouvez réfléchir pour la suite. Merci Frédéric Gallois. C'était très précis, très complet. Je me ferai l'écho sur votre partie à la fin de ce webinaire. Déborah Rotolo, alors en conclusion, que devons-nous retenir de tout cela en quelques mots? Je passe au diaporama. Excusez-moi pour le petit souci technique. Que retenir en quelques mots? Donc, en effet, on a vu que dans ce contexte, dans ces contextes inédits, dans cette situation qui est totalement inédite, dans cette situation de travail qui sont inédites, l'objectif est de redonner du sens au travail. Pour redonner du sens au travail, il s'agit pour les entreprises d'être plus que jamais visionnaires. L'idée est de redéfinir un cap, définir un nouveau cap, définir de nouveaux objectifs communément partagés qui reposent sur des valeurs collectives. Ces valeurs collectives qui permettront au collectif de travail de se reconstruire, qui faciliteront cette reconstruction à travers la coopération, la cohésion d'équipe, la collaboration. Donc, ce sont des valeurs importantes à mettre en évidence et sur lesquelles doivent se fonder ces nouveaux objectifs. Également, une population à particulièrement accompagner et soutenir, ce sont les managers. Les encadrants de proximité qui, déjà de base, sont une population particulièrement exposée aux risques psychosociaux et qui le sont d'autant plus aujourd'hui, actuellement, dans ce contexte. La question de la communication est aussi quelque chose de très important. C'est un point de vigilance. Donc, communiquer de manière rassurante, c'est très important. Quand on parle de communication, on parle aussi bien de communication descendante, donc dans la diffusion d'informations, mais aussi de la communication ascendante. La communication ascendante qui passe par le retour du terrain, le retour des salariés en situation de travail, en situation de réel, par rapport à ces nouveaux dispositifs. L'idée étant d'ajuster et de réajuster, ne pas hésiter à réajuster régulièrement les nouveaux dispositifs mis en place pour qu'ils s'adaptent au mieux à la réalité du travail. Et pour qu'ils s'adaptent au mieux à la réalité du travail, bien évidemment, ça passe par le retour des personnes qui réalisent ce travail-là. Également, n'hésitez pas à remercier les efforts d'adaptation, à valoriser ces efforts qui ont été faits. Comme on le disait tout à l'heure, la capacité d'adaptation a été soumise à rude épreuve ces derniers temps. Donc, il ne faut pas hésiter à remercier et à valoriser tous ces efforts qui ont été faits dans ce sens. Enfin, dernier élément qui est vraiment très important, investir le temps nécessaire pour reconstruire et accompagner les équipes. Quand on parle d'investissement, ça sous-entend aussi avec un retour sur investissement. Donc, ce temps les moyens qui seront mis en place pour reconstruire les équipes, accompagner les équipes, et donc ce temps qui sera aussi déployé à ça, il faut le voir comme un investissement qui permettra aussi de soutenir la reprise dans de meilleures conditions. Dernier mot pour la fin, la performance économique dépend principalement de la performance sociale, d'où l'intérêt
de travailler dans ce sens à destination des équipes du collectif de travail, à la reconstitution de ces collectifs de travail et enfin, l'adaptation à la situation d'aujourd'hui déterminera fortement la capacité de reprise de demain, la reprise de demain et le maintien et le soutien de la reprise de demain. On en a terminé pour cette présentation, pour ce webinaire, en espérant que vous avez pu obtenir les réponses ou au moins une partie des réponses à vos questions. Certaines documentations ont été citées dans le cadre de ce webinaire. Elles sont dans le support de présentation qui sera disponible avec le replay de cette présentation, donc concernant les guides, les dossiers INRS aussi. Également, parmi les partenaires institutionnels, l'ANACT, le réseau ANACT-ARACT a également mis en place un dispositif pour accompagner les TPE et les PME, donc les entreprises de moins de 250 salariés, dans cette reprise ou cette poursuite d'activité. Il s'agit du dispositif Objectif reprise TPE-PME. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ce réseau ANACT-ARACT pour en savoir davantage sur ce dispositif. Également, la CARSAT a mis en place des subventions à destination des entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer les dispositions, les mesures techniques, sanitaires pour pouvoir maintenir l'activité sans risque. Je vais donc m'arrêter là avec cette dernière diapositive qui présente les différents services de santé au travail qui ont contribué à l'élaboration de ce webinaire. Et je laisse la parole à Gaëlle. Merci Déborah, merci Frédéric pour cette intervention très, très complète et très précise. Alors nous avons reçu bon nombre de questions par écrit auxquelles ont répondu Fabrice Parrain de la CST et Pierre Demonceau d'Ardennes Santé Travail, que je remercie. Et donc je vais juste me faire l'écho de 2-3 questions. Alors, on dépasse un petit peu sur le temps, mais j'ai envie de dire qu'on va se l'accorder. Je me fais l'écho de la question de Catherine qui demande quels sont ces outils qui permettent de ramener dans le collectif. On a compris que ramener les salariés dans le collectif était important après cette période de confinement qui nous a tous éloignés les uns des autres et même dans les préoccupations. Du coup, quels sont les outils pratiques, très pratiques, qu'on peut mettre en œuvre pour ramener nos salariés dans le collectif ? Frédéric, tu veux répondre? Je peux. Alors après, effectivement, on m'entend? Oui. Oui, c'est donc voilà, ça paraît idiot, hein, mais c'est par l'écoute, hein, beaucoup. Et c'est vrai que dans la notion d'écoute, et Déborah en a dit quelques mots, la notion d'écoute active, de pouvoir effectivement ouvrir des espaces de discussion de ce type-là, avec ce type d'outils-là, hein, de techniques finalement d'écoute, je pense que ça peut déjà amener beaucoup. Après, tu voulais dire… Oui, je voulais aussi, parce que des questions similaires ont été posées pendant le webinaire. La question, il existe, alors on a fait des propositions de pistes dans le guide d'AST 67 sur des conseils en prévention, des conseils précis et assez pratiques dans ce sens. Il me semble important que la reconstitution des collectifs de travail passe par une évaluation des risques psychosociaux. C'est toujours pareil. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui dysfonctionne aujourd'hui. Cette évaluation, elle est quelque part incontournable parce que pour mieux répondre aux besoins du collectif, il faut comprendre quel est le besoin. Et comprendre quel est le besoin, ça passera nécessairement par l'identification des facteurs de risque et ensuite faire une recherche collective de solutions adaptées, et ces solutions adaptées, elles émanent du terrain. Donc, on ne peut pas se faire se faire l'économie de cette étape qui est de recueillir auprès des personnes qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'elles proposent pour justement retrouver une situation plus confortable pour elles.
Oui, c'est ça la prévention primaire, ce dont parlent les services de santé au travail depuis des années et que Frédéric nous rappelait. Passons par l'évaluation des risques plutôt que par la prévention tertiaire qui constitue à soigner, à être dans l'accompagnement à la fin du process. Alors j'ai une deuxième question. Oui, juste, Gaëlle, je rajoutais un élément pour cette question. N'hésitez pas à mobiliser l'existant. Vous avez déjà mis des choses en place qui fonctionnent très bien dans votre entreprise. Cette situation, ce contexte inédit fait qu'on a tendance parfois à oublier ce qui a très bien fonctionné par le passé, mais ce qui a très bien fonctionné par le passé peut encore très bien fonctionner aujourd'hui. Donc, vous avez des ressources en interne, vous avez déjà mis en place des choses qui ont des résultats très, très intéressants, très positifs. Donc, n'hésitez pas à remobiliser ça. Oui, les entreprises et les salariés savent faire des choses encore aujourd'hui. Ouais. La deuxième question tourne autour de prévention, approche collective et approche individuelle. Alors, on en a parlé en filigrane tout long, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. Pourquoi les risques psychosociaux s'abordent de manière collective et pas de manière individuelle? Parce que le travail, c'est la force du collectif. C'est-à-dire c'est le contexte social le plus, je dirais, un des plus importants. En tout cas, c'est notre trépied dans la vie. Il y a la vie familiale, la vie sociale hors travail et la vie travail. Donc, effectivement, travailler au sens d'une activité, c'est mobiliser, bien sûr, son soi, c'est le sujet, mais dans un environnement collectif, avec d'autres personnes, pour d'autres personnes. Donc, effectivement, c'est déjà ça la première raison. Et après, pour le côté très pratico-pratique au sens du document unique, on évalue les risques en fait en fonction d'unités de travail. On parle d'unité de travail, une unité de travail. Alors, parfois, dans certaines circonstances, ça peut être une personne, quand il n'y a qu'un seul salarié, effectivement, sur une unité de travail. Mais en général, on parle à l'échelle de services ou de types d'activités qui sont réalisées par plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils qu'on préconise, en tout cas, plutôt au niveau collectif. Je crois qu'on a bien retenu l'idée de la prévention en amont de l'évaluation des risques de manière collective. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de votre intervention, s'il fallait en retenir deux mots essentiels. Je vous propose qu'on en termine là. Est-ce que Frédéric ou Déborah, vous avez quelque chose à ajouter ou une question qui m'aurait échappé dont vous voudriez vous faire le relais, à laquelle on n'aurait pas répondu durant le webinaire? Non, mais à part le fait que n'hésitez pas à prendre contact avec votre service de santé au travail pour ces questions-là qui sont bien évidemment des démarches à engager, qui nécessitent une réflexion, du temps, des techniques, des outils, des méthodes. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les services de santé au travail qui pourront vous aider en direct ou vous orienter si besoin. C'est une belle conclusion. Merci à toutes les deux. Merci à nos intervenants qui ont répondu à vos réponses écrites et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire sur les impacts psychologiques et psychosociaux de ce post-confinement. Il nous reste à vous souhaiter un bon après-midi sous le signe du soleil et sous le signe de la sérénité. Alors, bon après-midi et prenez soin de vous.